Alors, ce que je propose, c'est de passer à l'image suivante, si ça vous va, pour qu'on puisse commencer. Alors, je me présente, donc Marie de Trogoff. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Laurence Dominé, que vous ne voyez pas parce qu'elle a eu des problèmes de connexion, mais qui est bien connectée. Donc, on travaille toutes les deux au sein d'ICARE by Bearing Point sur les sujets d'opérationnalisation des stratégies de développement durable et plus particulièrement sur l'accompagnement du changement au service du développement durable. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Marie Garnier, que vous pouvez voir, qui est directrice Bonjour. qualité et développement durable chez Métro France. Et puis Hélène Rambourg, qui va être connectée dans quelques instants, qui est directrice RSE chez France Travail, dont on aura le plaisir d'écouter leur retour d'expérience dans quelques minutes. Peut-être en introduction, sur la page suivante, je me permets de présenter donc iCare et Bearing Point. Donc, iCare et Bearing Point se sont regroupés maintenant il y a quelques années pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux de développement durable et aux besoins de nos clients qui aujourd'hui ont à la fois besoin d'expertise technique très précise sur des sujets de biodiversité, de climat, d'ACV, mais aussi sur la prise en compte spécifique à certains secteurs et aux enjeux de transformation de certains métiers, autant les achats, la finance, les ventes, et bien sûr les enjeux d'accompagnement du changement dans cette transformation. C'est cette fusion qui nous permet de répondre au mieux à ces besoins-là. Alors, pour commencer directement sur le cœur du sujet, je vérifie en même temps. On est assez content aujourd'hui de vous présenter les enseignements qu'on a pu tirer sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, pourquoi il nous tient à cœur? C'est parce qu'on est très nombreux aujourd'hui à partager ce constat, et probablement vous le partagez aussi, vous qui êtes en ligne, c'est que de nombreuses ambitions de développement durable aujourd'hui se heurtent au désintérêt, voire parfois au refus des collaborateurs de changer leurs conditions et leurs pratiques de travail. On s'est donc attelé à mener une étude pour comprendre ce qui va favoriser ou non ces changements de comportement. Pour ça, on a interrogé donc la page suivante. Merci Martin. On a interrogé une trentaine d'entreprises et on a croisé leur retour d'expérience avec notre propre retour d'expérience issu de toutes les missions qu'on peut mener. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous voyez qu'on a des organisations publiques, privées, des entreprises en réseau, des entreprises centralisées, des tailles assez différentes. Et pour autant, ces sujets, ces problématiques, finalement, les constats qu'on va vous partager aujourd'hui sont assez communs, quel que soit le type d'entreprise. Si tu mets... On a pu synthétiser les constats en 5 grandes dimensions clés. La cinquième que vous voyez tout à droite, qui est vraiment ce qu'on entend classiquement par dispositifs d'accompagnement du changement, qui sont les dispositifs de formation, de communication, de sensibilisation. Mais le grand constat, c'est que finalement, pour que ces dispositifs réussissent, on a 4 prérequis. Et on va aujourd'hui vous faire une synthèse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux laisser la main à Marie et Hélène pour vous présenter ces grands constats. Ce qu'on vous propose, c'est qu'au fur et à mesure de notre présentation, on va vous poser quelques questions pour vous, qui nous semblent, nous, essentielles, pour vous permettre de prendre du recul sur votre propre situation et la situation de votre entreprise. Donc, Martin va lancer des petites questions en parallèle. Prenez 2-3 minutes pour y répondre. Et juste après, je vais pouvoir commenter la suite. N'hésitez pas si dans les questions Q&A, voilà, s'il y a des choses, ou dans le chat, si vous ne voyez pas certaines les questions apparaître, n'hésitez pas à nous dire. Quelques instants.
Alors, il y aura bien sûr un replay et vous verrez qu'on a quelques soucis de connexion, donc on vous demandera votre adresse mail pour pouvoir vous l'envoyer et puis on enverra, en effet une synthèse de la présentation. Alors, premier constat, que l'on fait dans les prérequis, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge un certain nombre d'entreprises, c'est que la RSE ou le développement durable est encore insuffisamment le sujet de toute la direction et pas juste le sujet de la direction RSE. Donc, on peut regretter un manque de sponsorship fort de la part de l'ensemble des directeurs et des directrices d'une direction pour mener ces changements. Alors, nos convictions par rapport à ça, pour pouvoir intégrer pleinement ce sujet comme un sujet top management, on en a une première, c'est de faire un réel travail de co-construction sur la vision. Ça, c'est un premier sujet qui est extrêmement important pour permettre au top management de prendre conscience à la fois des enjeux actuels, notamment autour de la réduction des impacts sociaux et environnementaux, mais aussi des enjeux à venir de l'organisation par rapport à des sujets d'adaptation. Et ça m'arrive à vous raconter ce qui a été fait chez Métro, qui est vraiment une très, très belle référence sur comment on fait ça. Le deuxième point, c'est de proposer des parcours d'acculturation qui soient réellement adaptés aux préoccupations du top management, notamment en faisant le lien avec les enjeux business. L'objectif, c'est de démontrer au top management en quoi et comment le développement durable crée de la valeur pour l'entreprise. Donc là où beaucoup aujourd'hui de top management sont fresqués, ce qui est déjà un très bon premier pas, on constate que c'est pas suffisant pour embarquer un top management et pour lui donner les clés pour répondre à ses ambitions. Et le troisième point, par rapport à cette ambition, c'est de s'assurer que la performance financière et opérationnelle est bien mise au regard de la performance extra-financière. Donc, on suit pour un grand nombre l'actualité, hein, mais aujourd'hui, malgré les allègements de la CSRD, on a encore de nombreuses entreprises qui font le choix de maintenir cette ambition de suivi de la performance extra-financière, ce qui va permettre, in fine, que ce sujet-là soit intégré dans les objectifs du top management et donc soit un sujet central au niveau opérationnel. Le constat suivant, c'est que l'exercice en soi de définition de la stratégie RSE peut se révéler être un fabuleux vecteur d'engagement si il est bien mené. Ça signifie d'impliquer au maximum les parties prenantes internes comme externes. L'analyse de double matérialité, tout typiquement, est un outil pour ça. Non pas dans le choix et dans les choix stratégiques à mener. Aujourd'hui, en matière de développement durable, on sait qu'il y a des choix assez difficiles à faire qui ne peuvent être menés et portés que par le top management, mais en amont de ces décisions pour inspirer la direction et ou en aval pour traduire concrètement ces décisions au sein des processus métiers. Au-delà de l'intégrer au sein des processus métiers, il faut aussi être vigilant à mettre en place des systèmes qui vont permettre d'aligner tous les nouveaux projets de l'entreprise au regard de critères RSE, de critères ESG, peu importe comment vous l'utilisez, pour s'assurer que à la fois les processus classiques, mais aussi les nouveaux projets soient alignés avec ces ambitions et donc se traduisent de manière concrète. On vous repose quelques questions pour passer, juste avant de passer à l'étape suivante. Prenez 2 minutes pour y répondre, encore une fois, pour prendre un peu de hauteur. Vous les voyez apparaître sur vos écrans. Super, je vais continuer à présenter. Vous pouvez encore prendre quelques instants pour répondre. Troisième constat, c'est que la manière de construire votre gouvernance sur la stratégie de développement durable, de la façon dont vous allez la construire, va découler un engagement plus ou moins fort des directions métiers. Nous, on voit qu'on a deux choses qui nous paraissent essentielles. La première, c'est que toutes les directions, que ce soit la DSI, les achats, les opérations, doivent avoir les capacités et les compétences suffisantes pour pouvoir prendre en charge de manière autonome le suivi des chantiers qui touchent à leur périmètre. Autant il y a une centralisation du pilotage global par les directions RSE, autant chaque direction doit pouvoir piloter ces chantiers.
Par ailleurs, il faut créer un rôle de référent au sein des différentes entités, qui ne soit pas juste une casquette de plus. Ça, vous avez été un certain nombre à nous faire ce retour d'expérience. Et donc, il faut pouvoir allouer à ces personnes les moyens, qu'elles soient au bon niveau hiérarchique, qu'elles soient formées, et aussi leur garantir une reconnaissance de leur rôle, donc qu'elles soient objectivées, qu'elles aient le temps pour pouvoir faire ce rôle. Ça passe aussi par le fait, pour la direction RSE, de réussir à consacrer une partie de ce temps, non pas à saisir des indicateurs, mais bien à animer les réseaux, et à animer les différentes directions. Et ça, on constate que c'est de plus en plus facile, notamment grâce aujourd'hui à l'utilisation et au développement d'un certain nombre de plateformes qui vont permettre d'industrialiser les reportings pour les directions RSE et donc de passer plus de temps sur du temps qualitatif avec les réseaux. Constat suivant, 4e constat qui est un peu pour nous, le plus problématique dans ce qu'on a pu observer, c'est que la très grande majorité des organisations manquent de visibilité sur leur point de départ et là où il faut accorder prioritairement de l'énergie. Notre conviction, c'est vraiment qu'il est essentiel d'avoir une vraie analyse de maturité des populations en utilisant des méthodes d'analyse robustes. Aujourd'hui, on a plein d'apports des sciences humaines, que ça soit des sciences comportementales, de la psychologie, pour pouvoir avoir une vision fine de là où sont les blocages et donc là où se situent les vrais enjeux et ce qu'il va falloir accompagner en priorité. Le 2e constat, c'est d'avoir et la 2e priorité, c'est d'avoir une analyse de l'impact de la transition écologique sur les emplois et compétences, de savoir finalement comment la transition écologique, comment les ambitions se traduisent dans les emplois et compétences pour pouvoir mettre en place des plans d'action RH adéquats, qu'ils soient de professionnalisation, de recrutement, de mobilité, etc. Et avant de passer à au 5e constat, on vous propose encore hop, des petites questions. Une Et je vous propose de passer au dernier constat. Donc le 5e constat, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des dispositifs d'accompagnement du changement, alors déjà ont quand même l'avantage d'exister, hein, de plus en plus sont développés et il y a une offre assez pléthorique sur le marché, mais c'est souvent des offres qui sont assez one shot ou des formations très à la carte. Or, on sait que pour transformer durablement des comportements, ça nécessite, de penser et de déployer de véritables parcours. Donc ça veut dire un parcours qui est spécifique à une population, en suivant une logique d'ancrage et de progressivité des objectifs dans le temps. Ces constats existent depuis longtemps, hein, sur les formations managériales. On sait très bien que juste une formation ne va pas changer un comportement managérial. Là, on parle d'un sujet qui touche encore plus l'individu. Le développement durable, ça touche encore plus l'identité, et les valeurs des individus, donc ça nécessite d'être accompagné dans le temps. Par ailleurs, ces parcours, ça doit permettre à chacun de comprendre les enjeux de développement durable pour la société en général, évidemment, mais surtout les enjeux spécifiques au secteur. On a de plus en plus de dispositifs d'acculturation sectorielle. Je pense par exemple à Planesphère, qui a été développé pour le secteur de la santé, à l'organisation, par exemple SNCF a développé sa propre fresque, mais surtout à son métier. Donc il faut que les dispositifs expliquent les enjeux de développement durable par rapport à chaque métier de l'entreprise ou de l'organisation publique. Alors on a d'autres facteurs clés, hein, qui sont tout aussi importants à intégrer, le recours à la gamification, au nudge, notamment sur les comportements dans les espaces de travail, la valorisation des bonnes pratiques, tout ce qui est plateforme d'échange de bonnes pratiques, et puis l'intégration de modules obligatoires dans les parcours, des modules développement durable obligatoires dans les parcours d'intégration et dans les parcours de formation des nouveaux managers sont essentiels pour réussir à créer cette culture et ces compétences dont on a besoin pour répondre aux enjeux de développement durable. Ce que je vous propose maintenant, c'est que pour illustrer et compléter ces propos, c'est que je vais laisser la parole à Marie, et au retour d'expérience sur, Métro France.
Alors Marie, peut-être si tu le souhaites, je te laisse te présenter dans un premier temps et puis après on passera aux différentes questions que j'avais pour toi. Ouais. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directrice qualité et RSE chez Métro France. En quelques mots, nous, on est grossiste et donc fournisseur de la restauration commerciale. Donc, on est vraiment dans le métier beaucoup de l'alimentaire, mais pas que. Et donc, ces deux casquettes me permettent aussi d'avoir un volet opérationnel très lié à l'offre produit. C'est Marie. Alors aujourd'hui, euh, comment vous avez réussi à mobiliser toute la direction de Métro? C'est quelque chose qui est très spécifique chez Métro autour de ces enjeux de développement durable et peut-être pour nos participants, quels ont été les facteurs clés de succès et qu'est-ce que la démarche a changé? En quoi est-ce une victoire? Beaucoup de questions. Alors, le premier point que j'ai voulu illustrer ici, c'est pas tant le détail, mais c'est d'expliquer qu'il y avait un historique que la RSE était déjà active depuis longtemps et notamment qu'on avait déjà travaillé avec chacun des métiers. Par exemple, si je prends les opérations chez nous, avec des sujets comme le gaspillage alimentaire, avec des métiers comme l'énergie sur les réductions d'énergie, avec les achats sur un certain nombre de politiques d'achat durable. Donc, on avait déjà fonctionné avec chacun, peut-être encore en silo à ce moment-là. Et puis surtout, par rapport à ce que vous disiez, Marie, il y a quelques minutes, on avait adressé les clients. Donc, on a un certain nombre d'événements chez Métro, dans notre profession, qui permettent de rencontrer les clients. Et on avait depuis longtemps commencé à évoquer ce sujet de la RSE vis-à-vis de nos clients et identifier des clients pionniers pour qui ça avait du sens et pour qui avoir un fournisseur qui était engagé sur ces sujets était clé. Et donc, ça permettait d'avoir aussi une connexion avec le business ou avec notre cœur d'activité, tout simplement. Donc, ça nous a donné aussi une maturité suffisante pour aller plus loin. Et l'étape suivante, c'est celle qu'on a illustrée sur voilà, ce slide-là, ce qui a été, et donc, moi que j'avais proposé à notre COMEX à l'époque, qui a été validé aussi parce que bah, chacun des membres du COMEX ayant travaillé sur des sujets RSE, chacun dans leur domaine depuis longtemps, était extrêmement à la fois convaincu de l'intérêt, mais aussi motivé à titre personnel sur l'importance de ces enjeux. Ils ont accepté bah, de se lancer dans un exercice que on avait nommé à ce moment-là la construction de notre raison d'être, avec beaucoup d'interrogations de leur part, parce que dans le terme raison d'être, on voyait un peu tout dans les publications et dans les communications. Et eux étaient très attentifs au fait qu'on voulait que ça soit pas de la communication, que ça soit très ancré et que ça soit avant tout, non pas peut-être quelque chose dont on parlerait à l'extérieur, mais que ça soit un dispositif qui parle aux équipes et qui puisse être complètement adossé à notre stratégie économique et business. Et donc, on s'est lancé dans cette construction d'un récit. L'approche qui a été retenue, c'était de construire collectivement un récit avec un équilibre à la fois, ce n'était pas d'intégrer nos 9000 collaborateurs, mais de pouvoir, à travers un certain nombre d'ateliers, avoir toutefois la voix de l'ensemble des métiers, de l'ensemble des équipes. Et donc, on a une approche itérative qui a permis à la fois d'être très collaboratif, tout en étant efficace en termes de durée, et qui nous a permis collectivement de construire cette raison d'être. Et moi, ce que j'ai pu observer à ce moment-là, et on me l'avait dit et je l'ai vécu, c'est qu'un processus de ce type-là, avant même la fin, a commencé déjà à transformer un certain nombre de choses, notamment parce que ce sujet RSE dont on parlait déjà dans l'entreprise depuis longtemps, tout le monde s'est rendu compte que ça devenait, entre guillemets, le terme n'est pas tout à fait exact, mais un sujet officiel, un sujet qui était embarqué par toute l'entreprise et qu'on allait encore aller plus loin. Et avant d'arriver au bout du processus, dans certaines directions, un certain nombre d'actions, de décisions ont pu être engagées et j'y reviendrai. Et puis un élément de succès, c'est aussi qu'on était dans un bon timing puisque on était au moment où on reconstruisait aussi notre plan stratégique à 3 ans et la volonté de notre COMEX, c'était de pouvoir avoir, j'ai souvent cet exemple d'une pièce avec deux faces, une stratégie business qui soit accolée à comment finalement on va atteindre également cet objectif et en se donnant des objectifs et une ambition en fait sociétale. Et ça nous a amené à effectivement ce dernier
ce dernier slide, on a construit un récit dont je vous ai mis quelques extraits ici, avec bien sûr une préface à la fois de notre directeur général, mais qui indiquait effectivement que ça devenait pour toute l'entreprise une boussole de long terme. Et donc, c'était officiel, ça n'était pas la direction RSE qui le disait, mais véritablement, c'était porté au plus haut niveau, que l'on avait, et j'y reviendrai, on s'était donné des engagements courageux et que collectivement, on savait que ça serait peut-être pas évident chaque jour, mais qu'on avait cette ambition commune à long terme. Et la durée était importante, c'est une ambition qu'on se donnait à 10 ans. Et dans nos métiers, je ne connais pas le métier des participants, mais c'était important effectivement, on est très dans le quotidien, de pouvoir s'autoriser à penser à 10 ans, parce que des actions qui peuvent paraître aujourd'hui compliquées, eh bien, dans la durée, peuvent être envisagées. Et ça aboutit à ce que vous voyez en fait un plan d'action finalement avec 4 dimensions, avec des engagements et volontairement sous un format qui voulait se rapprocher d'un format de type business. Et le dernier, ce que vous voyez tout à droite, c'est finalement une sorte de logo qu'on a construit pour bien indiquer que SCORE, qui est le nom de notre stratégie économique et business, eh bien, est complètement corrélé à notre raison d'être. Et les fondamentaux, ça concerne la politique RH. Donc, en fait, c'est faire rentrer officiellement la RSE dans l'ensemble de ce dispositif. Merci Marie. Alors peut-être juste expliquer aux participants comment vous avez articulé et décliné le récit de métro en stratégie RSE, en chantier, en plan d'action opérationnel. Oui. Alors, ce que je reprends finalement notre socle, et de la même façon, ce sont nos 4 dimensions. Donc, finalement, on a une dimension autour de l'offre, une dimension autour de la façon dont on va faire du commerce demain, autour de l'exemplarité et aussi une volonté d'agiter notre écosystème. Et ça s'est décliné en un certain nombre d'engagements. Donc, ça, c'est la trame de départ. Et ensuite, on l'a décliné finalement comme n'importe quel projet à l'échelle d'une entreprise ou du suivi du projet business, c'est-à-dire que chaque direction, on a filtré sur lequel de ces engagements, eh bien, elle allait pouvoir avoir des leviers et interagir. Et ce que vous voyez à droite, c'est finalement la feuille de route qui a été construite ensuite avec l'ensemble des collègues dans chacune des directions. On a repris les engagements, on les a traduits dans leur métier et on a identifié sur 3 ans, eh bien, comment est-ce qu'on allait décliner un certain nombre d'actions. Et on a repris un certain nombre de codes classiques en entreprise. Ici, vous voyez une feuille de route, notamment un bilan, puisque au moins une fois par an, on repasse en COMEX pour faire le bilan annuel des actions. Ensuite, de façon intermédiaire, dans chacune des directions, on le décline. Et vous voyez, très classique, hein, des feux tricolores pour indiquer là où on a pu avancer, là où on n'a pas encore pu avancer, quelles sont les réalisations, quels sont les next steps. Donc, on rentre vraiment dans une façon de gérer ces sujets qui est familière à l'ensemble des collègues de l'entreprise. Et pour revenir sur un point que vous évoquiez, Marie, il y a la structure et puis il y a aussi la gouvernance. On a mis en place une gouvernance avec bien évidemment des relais dont beaucoup avaient déjà été très actifs dans la construction de la raison d'être au départ. Raison d'être qu'au final, j'ai oublié peut-être de vous citer, qui était de donner les moyens aux restaurateurs de faire les bons choix pour que chacun se retrouve autour du bien manger. Donc ça embarquait à la fois nos clients, mais beaucoup l'entreprise dans la façon dont on allait apporter des réponses. Et aujourd'hui, en termes de gouvernance, on a donc des relais qui ont participé déjà à la méthodologie de départ. Et puis, on a un certain nombre de copiles qui embarquent des sujets transverses, et ce qui permet je vous parlais au départ d'une approche qui était peut-être en silo. Aujourd'hui, on a une approche qui est complètement transverse, puisque au sein de ces copiles, les directions sont représentées et on peut aborder ces différents enjeux de façon transversale et très intégrée. Puis dernière question, Marie, merci beaucoup. Une fois qu'on a fait tout ça, comment on arrive à toucher les halles? Donc peut-être expliquer ce que c'est une halle, je pense que la plupart d'entre vous savent, mais la spécificité, c'est qu'elles sont un peu partout et que les gens ne sont pas derrière un ordinateur. Donc comment on arrive finalement à décliner, à faire infuser toute cette nouveauté pour les agents et les collaborateurs de façon très opérationnelle? Oui. Alors, peut-être juste, alors, effectivement,
nous, on a un certain nombre de points de vente en France, on en a presque une centaine, et donc on les appelle des halles. Donc la majeure partie de nos collaborateurs sont dans ces points de vente. On a également une grande partie des équipes qui sont au siège, et il était important, voilà, pendant la même période, d'embarquer finalement l'ensemble des collaborateurs des sièges, du siège et des halles. Et donc c'est passé par une première phase de cascade finalement, d'expliquer à tous nos collègues eh bien, que nous avions désormais une ambition sociétale que nous avions travaillé collectivement. Ce qui était important aussi, c'est que je ne suis pas revenue sur la méthodologie, mais on a identifié collectivement des périls auxquels on a choisi de, euh, de s'attaquer, entre guillemets. Notre ambition est dans la raison d'être, on n'a pas identifié qu'on allait sauver le monde et la planète, mais qu'on était dans un écosystème et que dans cet écosystème, on avait un rôle à jouer, notamment au regard d'un certain nombre de périls très concrets opérationnels sur notre chaîne de valeur, sur la disponibilité des ressources, sur l'uniformisation des goûts, la pression environnementale et le sujet du vivre ensemble. Et on est parti de ces enjeux très concrets pour faire adhérer l'ensemble de nos collègues à cette ambition qui doit nous permettre d'adresser ces sujets. Donc, il y a eu en fait une cascade sur plusieurs mois de façon à ce que l'ensemble de nos collègues puissent découvrir à la fois ces périls, cette raison d'être, et puis concrètement de pouvoir voir on était déjà lancé en fait depuis des années, de rappeler que nous avions déjà travaillé sur ces sujets, mais que l'ambition, elle était désormais d'aller encore plus loin. Et notamment dans la façon d'animer les choses, on avait proposé à chacun, il y avait des affiches avec les différents périls, de se positionner devant le péril qui leur parlait chacun le plus. Parce qu'on a toujours cette dimension, on va dire, très personnelle et puis la dimension plus professionnelle, mais c'est important de connecter les deux. Et dans chacun d'entre nous, nous sommes plus ou moins sensibles à l'un de ces enjeux. Et c'était important d'indiquer comment l'entreprise allait avancer sur ces enjeux et eux et pouvoir y contribuer. Nous avons également, ça c'était le lancement de départ, et puis je reviens sur un certain nombre de points que vous disiez, Marie, notamment l'approche métier. Ça c'est essentiel, c'est-à-dire que dans chaque métier n'est pas impliqué de la même façon. Je vous ai mis un exemple ici qui concerne le métier des achats, mais on a formé aussi chacun des métiers. On a formé les achats aux enjeux de la ressource, aux enjeux des impacts du changement climatique, mais on a aussi formé notre force de vente, comment ces sujets, ces périls étaient aussi des préoccupations pour nos clients. Et donc, chacun des métiers avance grâce aujourd'hui à cette structure, peut avancer à son rythme et avec les enjeux qui leur sont propres. Par exemple, la direction des techniques des travaux a avancé énormément sur les sujets d'adaptation au changement climatique. Chacun a identifié maintenant dans sa feuille de route la façon dont il doit avancer et ça donne aussi beaucoup d'autonomie et avec une gouvernance qui permet de se rendre compte à quel rythme l'entreprise avance. Nous avons également aussi un directeur général et un COMEX qui sont très investis et récemment encore, notre directeur général a posté sur LinkedIn une grande tribune où il rappelle qu'on a pris le temps de construire cette raison d'être, que ça n'est pas anecdotique, que c'est complètement intégré dans la stratégie de l'entreprise et comment on veut y aller, mais également qu'on sait qu'à l'échelle d'une entreprise, ça sera un parcours, ça sera un voyage, vous aviez évoqué ce terme, avec tous les aléas, mais qui a une réelle volonté. Et c'est important qu'effectivement, au plus haut de l'entreprise, on rappelle régulièrement cette ambition. Et puis, un dernier point, aujourd'hui, vous savez, dans les entreprises, on a tous une enquête d'engagement des collaborateurs. Eh bien, une question autour de cette raison d'être a été intégrée. Et je vois l'effet aussi de cette question, et donc ça, c'est dans le travail aussi qu'on fait avec les collègues de l'ARH, c'est que cette année, eh bien, le score de cette note fait que j'ai beaucoup de collègues de direction qui reviennent me voir en me disant, voilà, j'ai eu tel score, je vais mettre en place un plan d'action, est-ce qu'on peut reparler du sujet? Et ça permet d'ancrer vraiment dans la durée l'enjeu, dans le métier de chacun, et de faire que véritablement la RSE est dans le quotidien, dans voilà, les préoccupations de l'ensemble de nos collègues et leur permet aussi d'avoir de l'autonomie pour s'auto-saisir de sujets et décider d'avancer dans cette ambition qu'on a partagée. Henri, je profite parce qu'on aura un temps de questions-réponses à la fin, Oui. mais il y a une petite question qui est très liée à ce que vous venez de dire, qui est de Clotilde Bremer, qui est est-ce que vous avez mis et quel parcours de formation, notamment des acheteurs et gestionnaires de catégories, vous avez pu mettre en place? Oui.
Alors, on est allé progressivement. Vous parliez de la fresque, on a fait la fresque de l'alimentation, la fresque du climat. Aujourd'hui, on a construit des modules vraiment spécifiques parce que vous voyez à l'écran, on a créé un outil pour permettre aux acheteurs de construire une offre qui soit durable. Et c'est compliqué quand on est acheteur dans une catégorie de comparer des produits les uns avec les autres. Et donc, on a souhaité, en fait, pour leur permettre d'avoir une vision concrète, créer un index qui donne à chaque produit de leur catégorie une note qui va de A à E. Et en créant cet index, on a également développé des parcours et des formations spécifiques sur les enjeux de leur catégorie. Je ne sais pas dans quel secteur vous vous trouvez, mais chaque catégorie alimentaire, par exemple, a des enjeux différents sur le climat, sur la biodiversité, sur le bien-être animal. Et donc, on les a formés. Et ensuite, grâce à cet outil, on a un parcours maintenant régulièrement avec eux pour qu'ils construisent la trajectoire. Donc, c'est plutôt une méthodologie et un accompagnement également avec des fiches questions-réponses pour lorsqu'ils rencontrent les fournisseurs. Donc, c'est un dispositif assez complet. On pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit complètement maintenant dans leur activité, dans leur métier. Merci beaucoup, Marie. On va passer à Hélène. Bonjour Hélène. Donc, Bonjour Hélène, Marie, bonjour à tous. je vais te laisser te présenter avant de commencer à te poser tes questions. Oui, donc je suis la responsable RSE au niveau de France Travail, hein, donc je suis positionnée à la direction générale. Alors, France Travail, je ne vais peut-être pas aller dans les détails de la présentation. Simplement, je vais vous donner quelques métriques. 57 000 collaborateurs, plus de 1000 sites répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et bien sûr les DROM. Autant de directions régionales, donc d'établissements régionaux que de régions au sens administratif du terme. Et au niveau de la direction générale, nous sommes en charge de l'impulsion des politiques et orientations nationales, donc plus particulièrement me concernant, de mettre en place la stratégie RSE et d'animer le réseau des référents RSE qui sont dans chacun des établissements régionaux. Voilà pour la présentation de France Travail. Merci beaucoup. Alors, comment, donc France Travail, ex-Pôle emploi, pour si certains ont loupé l'actualité de l'année dernière, je précise quand même RSE et puis quel. Ouais, on n'entend plus. Ouais, moi non plus, je me demandais si c'était ma connexion. Non, Ouais, Hélène, moi je c'est vous moi entends. aussi. Ah voilà, Moi Marie est aussi. revenue, Bon, parfait. bon, je te laisse la main, Hélène, vas-y. Ok Marie, ça a coupé, mais j'ai compris tes questions subliminales. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour répondre à ces questions, c'est que la mobilisation de France Travail se fait autour de deux grandes thématiques, deux grands axes qui sont interconnectés, d'où la bicoloration de la flèche centrale et qui font sens surtout par rapport à ce qu'est France Travail, c'est-à-dire un établissement public qui a une mission de service public. Donc, vous voyez, il y a une partie qui relève de l'impact sociétal et solidaire pour lequel France Travail peut participer, et une autre partie, un autre axe sur notre impact environnemental. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que travailler sur ces deux dimensions nous renvoie à des sujets sociétaux qui sont proches de la mission de France Travail, bien évidemment, hein, le service public de l'emploi au service des plus démunis et des plus fragilisés dans les moments de leur parcours professionnel. Et pour faire le lien également avec l'intervention précédente, ce sont ce sont des actions qui font beaucoup le lien avec une démarche vision-valeur que nous sommes en train de mener et qui permet vraiment de donner du sens à ce que la RSE peut venir apporter par rapport à cette démarche de vision-valeur au travers de ce que nous pouvons faire dans la lutte contre les discriminations, la promotion de l'inclusion et l'engagement solidaire des collaborateurs.
Pour ce qui est de l'impact environnemental, ça fait complètement sens également de s'engager dans une trajectoire de décarbonation et d'investir le champ de la biodiversité, parce que nous sommes dans une logique de service public éco-responsable en lien avec la stratégie nationale bas carbone et parce que ça répond à des attentes des collaborateurs. Il faut savoir qu'au sein de France Travail, la démarche RSE est également très ancienne puisqu'elle remonte à 2009 avec la création de Pôle emploi. Donc, nous étions une direction du développement durable. Nous sommes ensuite passés à cette terminologie de direction RSE. Mais dans tous les cas, nous avons pu mesurer l'attente grandissante de nos collaborateurs sur ces sujets, notamment environnementaux. Et c'est ce qui nous permet d'en être là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous en dirai un petit mot après. Alors, les plus et les moins, juste, Laurence, est-ce que tu peux revenir juste un petit peu avant? Les plus et les moins. Pour l'impact social et solidaire, nous avons un appui extrêmement fort du DG et c'est extrêmement facilitant. Par contre, avec toujours cette question en bruit de fond, c'est du fait de la mission même de France Travail, mais en quoi est-ce que c'est RSE de lutter contre les discrits? Est-ce que c'est pas déjà notre cœur de métier? Donc à chaque fois, il faut prouver la valeur ajoutée de la démarche RSE et en quoi ça apporte une façon de faire et un éclairage différent et complémentaire de ce que peut faire le cœur de métier. Et puis sur l'impact environnemental, nous avons une facilitation extraordinaire parce que nous sommes dans une notion de conformité par rapport à ce que demande l'État, avec notamment une circulaire Premier ministre. Donc ça nous aide énormément pour dire, mais si, il faut le faire, même pour ceux qui seraient un peu plus dubitatifs, mais avec toujours la question récurrente quand même de la priorisation et des arbitrages des actions en lien avec la TBC, notamment la trajectoire bas carbone, et notamment une priorisation par rapport à des budgets. Ça ne vous étonnera pas. On peut passer à la deuxième question du coup. Alors, quelles difficultés aujourd'hui côté France Travail et quels facteurs clés de succès pour réussir à engager les collaborateurs, donc l'ensemble des agents de France Travail, dans la transition écologique et sociale, surtout pour une organisation aussi en réseau aussi importante que la vôtre? Tout à fait. C'est le précédent slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, là, pour répondre à cette question, je voulais vous illustrer, on ne va pas le lire, hein, rassurez-vous. C'était pour vous illustrer que la RSE, c'est effectivement l'affaire de tous avec une notion d'engagement, une notion de responsabilisation et une notion de motivation. Donc, une notion d'engagement. Donc là, je vous ai retranscrit la comitologie de la trajectoire bas carbone parce que ça me semblait être bien illustratif de la nécessité que toutes les strates de France Travail soient informées, soient engagées et soient donc bien évidemment responsabilisées. Donc, vous voyez que dans cette comitologie, on a un comité de pilotage qui associe le comité de direction générale sous la houlette du directeur général et en présence du commissaire général du développement durable du ministère de la Transition écologique. Nous avons d'autres instances, donc vous voyez celles qui sont en rouge, qui associent les régions avec donc les établissements régionaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les représentants des directions nationales. Donc là, c'est à la fois les chefs de projet donc, qui appartiennent aux directions nationales métiers et les référents RSE des établissements régionaux qui portent la responsabilité de coordonner tous les sujets à leur niveau de direction régionale. Et nous avons une instance qui s'appelle RMD, qui est la réunion mensuelle des directeurs, qui associe tous les directeurs régionaux avec le comité de direction générale. Et donc, cette instance est également concertée dans le cadre de la comitologie de la trajectoire bas carbone. Et ensuite, nous avons la gouvernance régionale avec les CODIR régionaux, donc associant bien évidemment le référent RSE avec le CODIR autour du directeur régional. Et en dessous, donc en infra-régional, au niveau des sites, je vous le disais, nous avons un peu plus de 1000 sites. Là, nous avons des relais des ambassadeurs RSE qui sont notamment avec la casquette sur la trajectoire bas carbone et qui là sont au plus proche des équipes, au plus proche du management local pour animer des actions sur la trajectoire bas carbone. Vous voyez,
une mobilisation de tous les niveaux avec une comitologie. On n'a pas créé des choses supplémentaires, on s'est appuyé sur les comitologies existantes, mais simplement nous réservons dans les agendas de ces comitologies existantes des sujets sur la RND. La seule création, je dirais, qui a été faite, c'est le comité de pilotage dédié sur le plan de transition écologique, trajectoire bas carbone, donc avec le comité de direction générale. Donc ça, c'est pour l'engagement et la responsabilisation. Puis comment motiver? Avec des indicateurs, et des indicateurs qui sont non seulement suivis jusqu'au niveau le plus haut du comité de pilotage, mais également des indicateurs qui sont adossés à des primes d'intéressement. Donc nous avons la mobilisation des agents, puisque nous avons connecté un certain nombre de sujets dans la prime d'intéressement de l'ensemble des agents, où il leur est demandé de suivre à minima un module en e-learning qui porte sur le domaine de la RSE, ce qui nous permet donc d'avoir des taux extrêmement intéressants, puisque l'année dernière, nous avons plus de 75% des collaborateurs au niveau national, donc consolidés, qui ont suivi au moins un module de RSE sur les 5 ou 6 qu'on leur avait proposés, à eux de choisir la thématique qu'ils préfèrent. Donc, c'est un élément moteur pour nous et que nous continuons cette année avec la nouvelle prime d'intéressement, puisque c'est un accord annuel qui est renouvelé tous les ans avec les organisations syndicales. Pour ce qui est de la mobilisation des managers, nous l'avons connecté donc avec la prime de performance. Jusqu'ici, nous avions une prime de performance qui relatait les actions faites pour réduire les impacts carbone des déplacements professionnels. Là, nous avons un petit peu changé de braquet. Nous avons mis pour cette année un indicateur sur la formalisation de plans d'action en lien avec la trajectoire bas carbone au niveau de chaque site avec chaque manager local. Et c'est cette formalisation que nous allons relever en fin d'année pour voir si un maximum de sites a joué le jeu, et la prime d'intéressement est versée dans sa totalité à partir du moment où au moins 80% des sites sur une direction régionale ont formalisé un plan d'action, et nous suivrons en 2026 la réalisation de ces actions. Autre indicateur stratégique que nous suivons, bien évidemment, c'est celui de la réduction carbone en lien avec le dialogue de performance des établissements. Donc là, à nouveau, c'est une autre façon de challenger les établissements dans le cadre d'un dialogue qui est mené avec le directeur général et les directeurs régionaux. Donc voilà comment nous mettons en place tous les moyens qui sont à notre disposition pour arriver à cet engagement, responsabilisation, motivation. Merci beaucoup, Hélène. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à un petit temps de questions-réponses. Il nous reste 10 minutes. Donc, on avait 2 questions dans le chat. Une de Benoît. Voyez-vous une évolution actuellement des stratégies RSE face à l'Union européenne et l'actualité US? Alors, globalement, on a aujourd'hui plusieurs choses, hein. On a une plus grande disponibilité des équipes RSE maintenant que leur rapport CSRD a été publié. Ce qu'on peut observer aussi, c'est les équipes RSE peuvent avoir des budgets qui sont plus restreints, mais c'est encore très dépendant des secteurs et aussi de leur dépendance face à l'actualité américaine. Il y a une certaine prudence, nous on observe une certaine prudence, sans pour autant que les choses soient à l'arrêt. Donc, il y a beaucoup de choses derrière cette question. Je ne sais pas d'ailleurs si les gens peuvent prendre la parole, mais voilà les premiers éléments. Marie, Hélène, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres choses que vous souhaitez ajouter ou que vous vivez, vous, par rapport à l'actualité aux US. C'est un peu court comme Oui, délai. On a une deuxième question de Sophie. Comment faites-vous à destination des personnels qui sont réfractaires ou peu intéressés? Alors, il faudrait aussi un peu 1 heure pour vous répondre. Je pense que la première réponse, c'est de pas partir du principe que toutes les raisons et les motivations factuelles, les freins factuels comme les freins
psychologiques conscients ou inconscients ne sont pas les mêmes en fonction des gens. Il ne faut pas penser ça comme un ensemble, les gens sont réfractaires dans l'absolu ou tous de la même façon. D'où le fait qu'on vous disait qu'un des points noirs, c'est ce manque de visibilité sur la maturité où se situent les enjeux en termes d'accompagnement. C'est d'essayer de comprendre, encore une fois, en croisant des grilles issues des sciences cognitives. Il y a beaucoup de choses autour du cognitif, des biais cognitifs qui nous permettent d'avoir des grilles de lecture, de la psychologie. Donc, c'est déjà, pour pouvoir vous donner une réponse, c'est déjà d'avoir cette bonne image. Après, c'est de comprendre les logiques. Quand on parle de résistance, c'est qu'il y a des étapes à respecter pour permettre à la personne en fait, d'intégrer un changement. La première, il faut qu'il ait connaissance du sujet de développement durable, que ce soit en règle générale dans la société, mais aussi dans son entreprise. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il se sente concerné. C'est pas parce qu'on en a conscience qu'on se sent concerné. Je pense qu'on entend souvent dans la vie publique des gens disant mais c'est pas nous, il y a que les politiques qui peuvent faire quelque chose. Donc c'est qu'on a conscience mais qu'on se sent pas concerné. Le troisième, c'est d'arriver à travailler sur la motivation. Ça peut être le sens, qu'est-ce qui motive les gens à avoir des changements. Et encore une fois, tout dépend des changements. Il y a une différence quand on parle des sujets de développement durable en règle générale, quand on parle des sujets plutôt autour de l'inclusion, de la diversité, du handicap. C'est aussi très différent si on parle des enjeux de décarbonation. Dans la décarbonation, si on parle de la mobilité, si on parle de sujets liés à l'usage des bâtiments, la température des locaux. Très compliqué d'être en général. Après, si on parle par exemple des réactions face à la fresque du climat, qui a des avantages, mais qui ne suit pas totalement le parcours psychologique, encore une fois, parce que c'est un parcours qu'il faut vivre, je vous incite tous à regarder The Week, pour le coup, qui je trouve est plus puissant en termes de rapport à la psychologie des gens. Et donc, une fois que les gens sont motivés, encore faut-il qu'ils aient les capacités. Donc ça, c'est tout ce qui va être autour des capacités physiques, mais aussi la formation. Et puis, on a après ce qu'on appelle le gap des intentions, qui est lié au biais cognitif pour avoir un passage à l'action. Oui, la fresque des nouveaux récits est aussi très bien. Donc, il y a énormément de dispositifs. L'ADEME vous met des catalogues de dispositifs. Après, encore une fois, c'est comment ils sont pensés. Moi, il y a deux choses sur les dispositifs. C'est que je trouve qu'ils s'adressent beaucoup aux citoyens et non aux collaborateurs. Et donc, quand on parle d'un individu, il faut adresser certes le citoyen, mais aussi le collaborateur. Plus je suis convaincue en termes de citoyen, plus ça sera facile que je le sois en tant que collaborateur, mais on n'adresse pas que le citoyen. Le deuxième chose, c'est que j'aime bien, c'est une BMW qui utilise l'image de la tête, la main, le cœur. C'est bien d'adresser la tête, il faut que les gens comprennent, mais c'est clairement pas suffisant. Encore faut-il voir et traiter le côté émotionnel, qu'il soit dans le côté positif, comment je crée de l'envie, de la désirabilité, mais aussi dans ce qui génère comme stress. On génère du stress. C'est aussi un enjeu d'arriver à en générer un peu. Il faut que ça soit raisonnable. Et puis, ceux qui connaissent Kotter, c'est comment on met les petits pingouins en situation de survie. Et puis après, c'est la main, c'est comment je mets en action, comment j'incite le passage à l'action. Et donc, il n'y a pas une réponse absolue. Il y a un premier point à retenir, c'est comprendre pourquoi ils sont réfractaires. Et deux, c'est proposer, ce que je vous disais, une logique de parcours qui intègre le fonctionnement psychologique et psychique de l'individu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que Martin, je ne vois pas forcément, je vois que le chat, mais pas les questions qui ont pu être posées par ailleurs. Et n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Marie, Hélène, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter un peu par rapport à cette thématique qu'on a souhaité aborder aujourd'hui? Je veux bien répondre à Ivan. Parce que c'est une excellente question. Comment effectivement manager sobriété et efficacité de la mission, c'est-à-dire comment ne pas être dans une contradiction qui nous amènerait à dire non, nous ne recevons plus les demandeurs d'emploi, ils restent chez eux, on ne les voit plus qu'en visio parce que ça permet de réduire les émissions carbone. Alors on essaie effectivement d'allier les deux à ce qui
éventuellement pourrait paraître comme une injonction paradoxale. Mais voyez-vous, ce qui était intéressant, c'est qu'à la dernière réunion mensuelle des directeurs régionaux, on a posé la question aux directeurs régionaux et au lieu de nous dire non, c'est une contradiction, ils ont trouvé eux-mêmes des solutions d'alliance. Je m'explique. Vous allez voir tout de suite. C'est travailler en fonction des moments dans le parcours du demandeur d'emploi lorsqu'il vient nous voir, travailler en fonction de ces moments, quels sont les besoins de contact indispensables avec une relation qui s'instaure avec le conseiller ou lorsqu'il s'agit d'un moment dans le parcours du demandeur d'emploi où c'est plus des questions relatives par exemple à des inscriptions dans des organismes de formation, des choses comme ça, où là ça peut se faire par visio, eh bien travaillons ces différents contenus et voyons quelle est la vraie valeur ajoutée de se voir et où est-ce que la visio peut être intéressante en remplacement. Par contre, ce que nous ont dit les directeurs régionaux, c'est travailler avec nous les éléments de langage pour les conseiller, pour qu'ils soient le plus confort possible dans l'usage de la visio et qu'ils n'aient pas l'impression de dégrader une relation de service qu'ils vont instaurer avec le demandeur d'emploi. C'est tout à fait possible par la visio d'avoir une bonne qualité de relation de service. Il faut juste que le sujet soit bien adapté à l'usage de la visio et ne pas tomber non plus dans le stéréotype jeune geek qui sera à l'aise qu'en visio, senior, électronisme, il ne sera pas à l'aise. Non, il faut déconstruire tout ça et avoir une approche beaucoup plus modulaire. En tout cas, on s'aperçoit que c'est possible de concilier les choses et peut-être même c'est faire mieux. C'est par exemple adresser mieux les envois en nombre de mails plutôt qu'un demandeur d'emploi qui peut se retrouver en fin d'année avec des centaines de mails adressés en nombre sur plein de sujets différents par l'agence à laquelle il est rattaché. Eh bien, regardez quelle est la plus-value de l'adressage du message. Ça sera gage déjà d'une meilleure qualité perçue de notre service parce que beaucoup mieux ciblé. Donc là, on jouxte le marketing. Donc, on va travailler avec eux. Et également, c'est gage d'avoir moins de CO2 puisque un message mail, en plus, s'il a du contenu et des pièces jointes, eh bien, c'est retranscriptible en poids CO2. Donc voilà, on essaie d'être gagnant-gagnant pour le métier et pour la planète. C'est Delphine d'ailleurs qui approuve ce que tu dis, Hélène. Et il y a une question d'Antoine. Comment mettre en place une stratégie lorsque le sujet de la durabilité ne fait pas partie des priorités de la direction? Alors ça, je pense que vous êtes nombreux à le vivre, ce qui évidemment rend les choses complexes. Moi, je vous apprends première grille et puis je vais laisser Marie-Hélène répondre. Il y a deux stratégies très classiques, très connues quand on veut mobiliser un corps social sur un sujet. Il y a soit on arrive à convaincre la direction, et c'est ce que vous a raconté Marie autour du dispositif du récit. On utilise beaucoup aussi le design prospectif, c'est-à-dire qu'on va faire projeter l'équipe de direction à quoi ressemblera le monde de demain. Et du coup, l'écosystème de l'entreprise, comment il est, donc de sa clientèle, de ses ressources, qu'est-ce que ça va changer pour eux. Le deuxième chose, c'est que si vraiment on n'y arrive pas, on a ce qu'on appelle la stratégie du chalut. C'est-à-dire qu'on va essayer de passer par la base. C'est-à-dire que là, vous allez développer tout ce qui est réseau, formel et informel, auprès des collaborateurs pour arriver à les convaincre. Ça peut commencer par faire très largement la fresque du climat. Encore une fois, c'est un premier pas. On sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai vu des entreprises où typiquement ils font The Week. Déjà, on a une bascule qui est plus importante. Donc, ça va être tout ce qui va être de privilégier le fait d'en faire un sujet prioritaire pour les collaborateurs. C'est eux qui vont, in fine, du coup, mettre la pression. J'ai pas d'autres baguettes magiques, mais Marie et Hélène, n'hésitez pas à répondre, puisque je sais que c'est un sujet que vous vivez parfois, ou Alors moi, de je veux façon bien, positive oui, ou négative. rebondir. Je ne connaissais pas cette théorie du chalut, mais en tout cas, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée au tout démarrage. C'était d'identifier des collègues dans les différents métiers qui étaient sensibles au sujet. Et on a commencé avec eux à mener des actions, des projets. Et de cette façon-là, on a fait tâche d'huile et on a pu faire émerger le fait que, par exemple, des clients étaient intéressés par tel service ou tel projet, ou qu'améliorer le sujet, par exemple, des dons alimentaires était très fortement mobilisateur pour tout le monde. Donc, j'ai effectivement beaucoup utilisé cette approche au début pour faire émerger le sujet.
Et on a créé ensuite des agitateurs et un collectif d'agitateurs. On est passé par de nombreux paliers pour diffuser et faire entrer ces sujets dans l'entreprise. Alors, comme il nous reste plus de temps, Sébastien, je vois votre question. Les DG sont-elles prêtes et à l'écoute d'engager progressivement le démantèlement d'activités qui ne seraient pas soutenables ou durables? Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend des directions, ça dépend de la conviction, ça dépend aussi, moi je me souviens, Marie, du témoignage de votre propre directeur général qui posait les problématiques aussi de rester à un moment de survivre. C'est-à-dire que typiquement pour Métro, ne pas proposer que des fruits et légumes de saison, ça peut avoir une problématique de fuite vers la concurrence et donc à un moment de rester sur un modèle soutenable. Donc, il n'y a pas, je pense, de réponse toute faite, j'en suis désolée. En tout cas, on constate que oui, il y a de plus en plus de directeurs qui sont prêts à changer les business models. On a, nous, en tout cas, de plus en plus de missions sur ces demandes-là, de changer le business model, d'étudier les potentiels de marché sur ces nouvelles. On voit qu'il y a une société qui évolue. Alors parfois positivement, parfois ça fait des allers-retours, mais quand même, on a une société qui évolue, donc des clients qui évoluent. Donc ça, c'est positif. Après, en fonction du secteur de l'activité dans lequel vous êtes, ça peut être plus ou moins possible, rapide ou non. Et pour la question de Sophie, The Wix, donc The Wix, c'est 3 vidéos sur une semaine, c'est un dispositif fait par Frédéric Laloux, qui suit la théorie du U, donc qui va amener au cours de 3 épisodes à prendre conscience à la fois de à quoi ressemblera le monde demain. Le deuxième épisode, on est beaucoup plus sur le rapport au récit, qu'est-ce qui fait qu'on en est ici. Et le troisième, on remonte un peu la dépression et on en arrive à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc moi, c'est en effet quelque chose que je trouve, pour adresser le citoyen, encore une fois, on n'adresse pas le collaborateur, mais je trouve que c'est un chouette dispositif qui est majoritairement gratuit, sauf si on le fait en entreprise, et qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Merci. Ah bah voilà, il y en a qui ont envoyé le lien. Merci mille fois Marie et Hélène. Merci à tous ceux qui étaient présents. On vous envoie la vidéo et puis le support de synthèse de cette enquête. Et n'hésitez pas si vous voulez, parce qu'on n'a pas pu vous présenter tout le détail. Si vous souhaitez tout le détail, on vous le présentera avec plaisir. Et puis évidemment, merci aux 30 entreprises qui ont participé à cette étude. Je retiens à les remercier parce qu'on n'aurait pas fait grand-chose sans leur témoignage. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir Hélène. Au revoir Marie.